À la fin des années 50, Fidel Castro et son petit groupe de guérilleros cubains amorcent une révolution qui contrecarre la volonté des États-Unis de contrôler l'hémisphère occidental. Nous ne pouvions pas penser à la guerre froide à cette époque. En outre, nous étions naïfs. Nous croyions vraiment qu'il existait un certain ordre international. Nous croyions en l'existence de certains principes internationaux. Nous croyions que la souveraineté des États serait respectée. Pour les États-Unis, le nationalisme et les politiques de gauche de Castro sont un cheval de Troie du communisme soviétique. Depuis leur création en 1776, les États-Unis n'ont cessé de s'agrandir. Là où leur drapeau ne flotte pas, leurs soldats et leurs agents interviennent souvent. Dans les années 50, les Guatémaltèques osent défier une entreprise américaine qui contrôle une grande partie de leur économie. La société United Fruit de Boston est propriétaire de 200 000 hectares de terre, du chemin de fer, du port et des télécommunications. Mais la plupart des paysans ont de la difficulté à survivre. En 1950, Jacobo Arbenz est élu président. Il n'est pas communiste, mais certains de ses proches alliés le sont. Ancien militaire, Arbenz cherche à moderniser la société un peu archaïque du Guatemala. Washington s'en inquiète. Nous étions confrontés à l'intervention évidente d'une puissance étrangère. Ces partis paysans ne sont pas vraiment issus de la base. Ils sont financés et conseillés par une puissance étrangère, c'est-à-dire l'Union soviétique. Le gouvernement Arbenz, au pouvoir depuis 1950, n'a pas bénéficié d'un soutien logistique de l'Union soviétique. Nous n'avions même pas de relations diplomatiques. Il n'y avait pas de mission soviétique au Guatemala. Le président Arbenz lance un programme de réformes agraires. Il achète des terres en friche qu'il distribue aux paysans. En compensation, il offre aux propriétaires la valeur foncière qu'ils ont déclarée pour les taxes. Il n'offre à la United Fruit qu'un peu plus d'1 million de dollars pour ces terres. Quand Arbenz proclame la nationalisation, la compagnie, soutenue par les États-Unis, réclame 16 millions de dollars. Il a vu que je n'avais pas l'air très content. Il a dit « N'êtes-vous pas heureux de la nouvelle ?» J'ai répondu « Maintenant, nous devrons nous battre sur deux fronts. Au pays, contre les propriétaires fonciers, et aussi contre les États-Unis. » Mon homologue au Guatemala, le chef de la station de la capitale, envoyait des rapports sur l'infiltration communiste au gouvernement. Il a mentionné José Manuel Fortuny et certains vieux communistes staliniens qui obtenaient des positions importantes dans le régime d'Arbenz. Pour dénouer cette impasse, les États-Unis nomment un nouvel ambassadeur, John Purifoy. Il a à son actif d'avoir assisté aux efforts des communistes pour prendre le pouvoir en Grèce. Purifoy a dit à Arbenz « Monsieur le Président, nous pouvons régler cette question avec la société United Fruit.
de sorte que vous obteniez une entente satisfaisante. Le problème, ce n'est pas la société United Fruit, ce sont les communistes dans votre gouvernement. Un personnage aussi important que John Foster Dulles, le chef du secrétariat d'État, était associé à la firme d'avocats qui représentait la société United Fruit. Son frère, Alan, dirigeait la CIA. Il n'a donc pas fallu beaucoup d'efforts pour persuader leur président, un militaire, M. Eisenhower, de leur donner le feu vert pour renverser le gouvernement Arbenz. Arbenz revêt son uniforme de colonel alors que le Guatemala se prépare à la guerre. À Esquipulas, important sanctuaire religieux dans ce pays très catholique, l'Église appuie l'opposition à Arbenz. Une opération de la CIA au nom de code de PB Success mobilise les exilés et les paysans mécontents. Nous voulions déclencher une campagne de terreur pour terrifier Arbenz d'abord, terrifier ses soldats, comme les bombardiers allemands Stuka ont terrifié les populations de la Belgique, de la Hollande et de la Pologne au début de la Deuxième Guerre mondiale, et ont paralysé tout le monde. Les Nations unies convoquent une session d'urgence. La ville de Guatemala est mitraillée du haut des airs. Les rebelles envahissent le pays à partir du Honduras. La CIA sème la panique. Washington nie toute responsabilité. La campagne américaine PB Success provoque le renversement du gouvernement et force Arbenz et sa femme à l'exil. 9000 de ses sympathisants sont arrêtés. Plusieurs sont emprisonnés sans procès durant des années. Ils ont formé des comités anticommunistes où tout un chacun pouvait aller dénoncer ceux qui avaient été loyaux envers la Révolution. Ces gens étaient alors kidnappés et tués sans merci, et ainsi de suite. Parmi ceux qui fuient, il y a un jeune médecin argentin, Ernesto Che Guevara, qui va au Mexique et y rencontre Fidel Castro. Je me souviens de mes discussions avec lui. Il était horriblement révolté et aigri par ces événements qui avaient interrompu une tentative qui n'était même pas radicale. C'était un changement relativement simple. Une réforme agraire qui était juste et nécessaire. 5 ans plus tard, Fidel Castro et Che Guevara triomphent. À 150 km de la Floride, dans ce que les États-Unis considèrent comme leur arrière-cour, Castro établit un régime qui va bientôt s'allier à l'Union soviétique. Let all our neighbors know that we shall join with them to oppose aggression or subversion anywhere in the Americas. And let every other power know that this hemisphere intends to remain the master of its own house. En 1961, John Kennedy accède à la présidence. Il hérite d'un plan de la CIA. L'envoi d'une armée d'exilés pour renverser Castro comme ils ont renversé le gouvernement d'Arbenz au Guatemala. Je suis rentré de Montevideo où j'aurais bien aimé passer le reste de ma vie et on m'a dit « Nous rassemblons l'équipe de PB Success, l'équipe opérationnelle du Guatemala, pour s'occuper de Castro. » Dans la baie des Cochons, les forces de Castro repoussent l'invasion parrainée par la CIA. Castro était solide et jouissait de la faveur populaire de millions de Cubains. La situation était donc différente de celle du Guatemala. Y los gusanos, los privilegiados,
los parásitos y los hijos de los parásitos que quieran enarbolar la bandera vergonzosa del crimen y de la traición a la patria. Sepan que no se van a enfrentar con señoritos, sepan que se van a enfrentar con hombres. Pour combattre le défi cubain, les États-Unis établissent une école avancée dans leur zone du canal de Panama. On y entraîne des effectifs de contre-insurrection qui proviennent de tout le sous-continent. Au début des années 60, des groupes révolutionnaires de gauche combattent au Guatemala, au Venezuela, en Colombie, au Pérou et en République dominicaine. Le président Johnson a donné l'ordre aux Marines d'envahir ce petit pays insulaire secoué par la révolte. 500 Marines ont été déposés sur la côte par des hélicoptères. En 1965, les Marines américains vont écraser les Dominicains qui tentent de rétablir au pouvoir leur président élu. The American nation cannot, must not, and will not permit the establishment of another communist government in the Western Hemisphere. L'Union soviétique, surtout après l'accession au pouvoir de Brejnev en 1964, adhérait au principe de la coexistence pacifique, de la détente et de l'assouplissement des tensions internationales. Mais les Cubains prônaient une théorie que l'on peut décrire de la façon suivante, le Vietnam au centuple. Che Guevara est derrière l'appel pour ces 100 Vietnam. En 1965, il se rend au Congo, puis au cœur de l'Amérique du Sud pour répandre la cause de la révolution violente. À la fin de 1967, des instructeurs américains entraînent des troupes boliviennes à la guérilla. Ils tentent un piège à Che Guevara. Plus d'une fois, il a dit « Notre dernière bataille approche. Nous devons nous y préparer et faire très attention de ne pas être faits prisonniers. Surtout les Cubains. » Che Guevara est capturé vivant. Quelques heures plus tard, il est abattu. 5 membres du groupe de Guevara s'enfuient vers la capitale bolivienne, La Paz. Lorsque nous sommes arrivés à La Paz, nous nous sommes débrouillés pour entrer en contact avec Salvador Allende au Chili. Il nous a aidés de toutes sortes de manières. Il a mobilisé tout son parti pour nous secourir. Le Chili a connu une période de calme dans les années 60. Le programme américain de l'Alliance pour le progrès a dépensé des millions pour soutenir le gouvernement démocrate chrétien du Chili. Mais en 1970, une coalition de la gauche et du centre est en quête d'une victoire électorale. La Unidad Popular est dirigée par un médecin franc-maçon, marxiste et bon vivant, le sénateur Salvador Allende. Craignant qu'un marxiste n'accède au pouvoir par une élection légitime, le monde des affaires américain passe à l'action. J'ai demandé que l'on prévienne le secrétariat d'État et M. Kissinger que nous étions très préoccupés du sort des investissements d'ITT et que nous sommes disposés à aider financièrement tout projet du gouvernement visant à protéger les investissements privés américains au Chili. La CIA n'est pas loin derrière. Le général René Schneider, le populaire commandant militaire qui défend les droits constitutionnels d'Allende, doit être relevé de ses fonctions. La CIA m'a donné 250 000 $ pour nous aider à nous débarrasser de Schneider. Je ne pouvais pas mettre cet argent dans le coffre-fort de mon bureau. Je l'ai donc gardé dans mes bottes d'équitation. Les billets étaient enroulés comme des chapelets de saucisses. Personne ne l'a utilisé à part moi. L'argent expédié par la CIA pour se débarrasser du général Schneider n'est pas nécessaire.
D'autres conjurés l'assassinent. Ce meurtre scandalise le pays. Des hommes politiques modérés se rallient à Allende et consolident sa victoire électorale. Dans les bidonvilles du Chili, les attentes sont grandes. Le président nouvellement élu entreprend ses réformes sans ingérence de l'extérieur, du moins l'espère-t-il. Que los Estados Unidos tienen que respetar el derecho de los pueblos a desarrollar su economía en la forma que necesita o desea. Le premier grand pas d'Allende, avec l'appui de tous les principaux partis politiques chiliens, est la nationalisation du cuivre, la plus grande industrie du Chili qui est encore contrôlée par les États-Unis. Lorsque Salvador Allende a nationalisé le cuivre, ce n'était pas une mesure arbitraire. Il l'a fait pour obtenir des ressources pour combattre la grande pauvreté de notre pays. Salvador Allende procède à ce qu'il appelle sa révolution sociale. Les écoliers reçoivent quotidiennement un verre de lait. La classe moyenne est tendue. On craignait surtout ce qui allait arriver aux gens, aux familles, aux propriétés, aux fermes. Dans la campagne chilienne, les paysans chantent des slogans pro-cubains et s'emparent des terres. Ce qui s'est produit ensuite a confirmé les craintes, parce que le gouvernement a entrepris d'exproprier les terres et les industries. L'économie du Chili est de plus en plus contrôlée par l'État. Ce qui irrite les investisseurs étrangers et la Banque mondiale à Washington, qui lui coupent les crédits. Le Chili est évidemment intéressé à obtenir des prêts des organisations internationales où nous participons au vote. Et j'ai indiqué que partout où nous avons une voix, et que cela concerne le Chili, à moins qu'il y ait de très sérieux arguments de l'autre camp, nous allons voter contre. En novembre 1971, Fidel Castro vient appuyer la politique de changement d'Allende par la voie électorale. Nous soutenions pleinement sa politique. Nous avons formé des gens pour sa sécurité personnelle. Nous en avions l'expérience car nous avions eu à nous défendre contre ceux qui ont voulu nous détruire. Nous lui en avons parlé parce que nous croyions qu'il avait des ennemis qui pourraient tenter de le tuer. Les dangers ne viennent pas seulement de la droite. La politique cubaine de la révolution armée de Castro gagne des adeptes dans l'extrême gauche du Chili, qui est hostile aux méthodes d'Allende. Mais la plupart des Chiliens ignorent l'appel à la lutte armée. Lorsque l'inflation augmente, la droite attaque sur le plan économique. L'argent de la CIA aide à payer les camionneurs chiliens qui paralysent le pays. Aux Nations Unies, Allende accuse l'ITT de tenter de provoquer une guerre civile. Se proponía el estrangulamiento económico, el sabotaje diplomático, el desorden social, crear el pánico en la población para que al ser sobrepasado el gobierno, las Fuerzas Armadas fueran impulsadas a quebrar el régimen democrático e imponer una dictadura. Moscou est l'étape suivante. Allende demande l'argent dont il a besoin pour éviter la faillite. Mais les Russes qui dépensent déjà une fortune pour soutenir Cuba ne sont pas impressionnés. Nous en étions venus à une conclusion. Ce régime allait bientôt être renversé parce qu'il tentait par des moyens démocratiques, sans utiliser les armes, de briser
la résistance de plus grandes forces d'opposition. Santiago, la capitale du Chili, juin 1973. Quelques officiers de la droite, frustrés de la popularité croissante du gouvernement, tentent un coup de force dans la rue. Les médias internationaux enregistrent cette tentative qui échoue. Tandis que sa caméra tourne encore, le caméraman suédois Leonardo Henriksson est abattu. Le président Allende réagit en faisant plus confiance à l'armée. Il nomme un général loyal, Augusto Pinochet, à la tête de l'armée. Une fois de plus, les camionneurs paralysent le pays le plus long et le plus étroit du monde. Les magasins ferment, privés de marchandises. La faim sévit dans les rues. La droite violente complote. La situation devenait certainement de plus en plus inquiétante. C'est alors que nous avons pu apprendre ce qui se passait. Pas parce que nous étions en contact avec les conjurés, nous ne l'étions pas. Peu après-midi, le mardi 11 septembre, sur les ordres du général Pinochet, des chasseurs Hunter de fabrication britannique survolent le palais présidentiel de la Moneda et y allument des incendies qui vont durer plusieurs semaines. Ce matin-là, depuis la Moneda, Allende s'adresse au pays. Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo, abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Quelques heures plus tard, Allende meurt. Il a toujours dit qu'on ne le prendrait pas vivant, qu'il mourrait en défendant la Constitution. Il a tenu parole. Le général Pinochet appose aussitôt son empreinte sur le pays. Dans la capitale, on rassemble les suspects dans le stade national. Plusieurs, comme le chanteur Victor Jara, ne seront jamais revus vivants. Je sais qu'il s'est comporté avec un grand courage moral. Je sais qu'il a été une source de force pour ses compagnons prisonniers. Je sais qu'il a chanté là. Je sais qu'ils l'ont battu. Je sais qu'ils lui ont brisé les mains et les poignets. Et je sais qu'au bout de 2 jours, ils l'ont tué. Les gens dont il s'est débarrassé, qu'il a abattus au stade, étaient tous de mauvaises personnes. Il était assez intelligent pour savoir qu'il faut agir à 100%. On ne peut pas faire ces choses à moitié et en faire un petit peu ici et là. Il s'est engagé dans cette voie avec beaucoup de force et il a réussi. Lorsqu'il s'installe à la Maison-Blanche en janvier 1977, Jimmy Carter s'engage à changer l'attitude des États-Unis envers le reste du monde. J'ai annoncé que les droits de la personne seraient la pierre angulaire ou la fondation de toute notre politique étrangère. J'ai donc officiellement désigné chaque ambassadeur américain de la Terre comme mon représentant personnel pour les droits de la personne. Au Nicaragua, les ambassadeurs américains avaient l'habitude d'un tout autre rôle. Dans les années 30, les Marines américains avaient porté au pouvoir le tyran Tacho Somoza. Plus de 40 ans plus tard, le Nicaragua est encore dirigé par un Somoza. Le propriétaire d'un journal de tendance modérée,
Pedro Joaquim Chamorro ose défier la dictature. Qu'est-il donc arrivé à cette personne qui voulait la liberté? Eh bien, ils l'ont assassiné. Qui l'a assassiné? Les troupes de Somoza. Le meurtre de Chamorro électrise la population soumise du Nicaragua. Somoza déclare l'état de siège. Les États-Unis se réveillent devant la colère populaire contre la famille richissime qui est son allié depuis plus de 4 décennies. Je participe à la guerre idéologique Est-Ouest depuis l'arrivée de Fidel Castro. Nous subissons donc les attaques du gouvernement cubain depuis près de 18 ans. Des montagnes où ils s'entraînent en secret depuis des années, les guérilleros émergent, arborant fièrement le nom du rebelle anti-yankee des années 30, Augusto César Sandino. Mais dans la ville d'Esteli, les chars américains de Somoza, qui datent de la Deuxième Guerre, remportent la victoire. « 2000 personnes sont tuées dans ce qui devient une ville morte. Les sandinistes se regroupent, brandissant leurs fusils contre la puissance de Somoza. Le front est entré dans les villes et il a frappé aux portes de la capitale pour la première fois de son histoire. L'indéfectible volonté des sandinistes triomphe. Managua jubile. Jimmy Carter attend jusqu'à la dernière minute pour abandonner Somoza et reconnaître le nouveau gouvernement sandiniste. J'ai dit à Carter que les États-Unis devaient compenser le dommage historique qu'ils ont infligé à notre pays. L'hymne de notre pays comporte toujours les mots « Yankee, ennemi de l'humanité ». Nous lui avons dit que la seule façon d'abolir cette phrase serait de changer l'attitude des puissances impérialistes dans le monde. On ne sermonne pas les États-Unis. La vague de conservatisme qui déferle va porter Ronald Reagan au pouvoir. Au Nicaragua, on distribue les terres de Somoza et l'État prend en main les monopoles commerciaux. L'éducation et la santé deviennent largement accessibles. Mais la révolution ne fait pas le bonheur de tout le monde. Tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec les politiques sandinistes étaient soumis aux confiscations et à l'emprisonnement. Leur vie était menacée. Plusieurs ont été tués pour de simples désaccords avec le front sandiniste. Les situations de ce genre ont poussé bon nombre de paysans nicaraguayens à se retourner contre les sandinistes. Dans l'ombre, les adversaires de la révolution préparent leur revanche. Les guérilleros sandinistes inexpérimentés luttent pour diriger un pays déchiré par la guerre. Nous avons demandé des armes afin de nous défendre nous-mêmes. C'est ce que nous avons demandé à l'Union soviétique, aux pays socialistes de l'Europe de l'Est, aux Algériens, aux Vietnamiens. Nous avons envoyé des armes légères, des hélicoptères, des véhicules blindés, et d'autres matériels militaires. La présence militaire soviétique n'était pas importante, mais ils avaient des conseillers cubains. Dans toute l'Amérique centrale, les protestations montent contre le pouvoir militaire de la droite. Au Salvador, l'Église catholique devient un refuge pour les opprimés. Sur les marches de béton de la cathédrale de San Salvador, les militaires décrètent que l'on doit dissuader les manifestants pour les droits de la personne. Il n'y a rien d'inédit pour le Salvador. Lors d'un massacre en 1932, les militaires ont tué plus de 40 000 personnes. En 1979,
Les caméras tournent et enregistrent les effusions de sang. L'archevêque Oscar Romero est le dirigeant qui a su contenir les catholiques salvadoriens. Quand il parle, la droite réagit instantanément. Au cours des derniers mois, presque tous les jours, la boîte aux lettres du séminaire où il avait son bureau se remplissait de lettres anonymes portant les emblèmes des escouades de la mort. L'une de ces escouades de la mort s'appelait la main blanche. Plusieurs lettres étaient écrites sur du papier noir avec une main blanche qui disait « Nous allons vous tuer, nous allons vous démembrer ». Todo quedaría resuelto en El Salvador. No habría necesidad de enfrentamientos ni de otras soluciones. La solución es esta: convertirse de corazón, todos al Señor. En mars 1980, alors qu'il célèbre la messe dans une chapelle privée, l'archevêque est tué d'une seule balle tirée par un assassin. À ses obsèques, les militaires frappent de nouveau. Je me souviens seulement qu'une bombe a explosé, puis il y a eu plusieurs coups de feu et les gens ont couru dans toutes les directions. C'était un désastre. Les gens couraient, butaient les uns sur les autres, tombaient sous les balles. De très nombreuses personnes ont été tuées. Du fait qu'ils aient assassiné l'archevêque du Salvador, le plus haut représentant de l'Église, et qu'il n'en ait aucun remords, nous avons tous eu l'impression d'être pratiquement sans défense. Nous nous sommes dit, ou nous transposons la lutte ouverte dans les montagnes, ou ils vont nous tuer ici, en ville. En décembre 1980, les meurtres commis par la Garde nationale du Salvador poussent le président Carter à retirer l'aide aux militaires salvadoriens. Mais moins de 6 semaines plus tard, Carter recommence à financer une armée dont les atrocités continuent. Dans les villes, ceux que l'on soupçonne de sympathiser avec les guérilleros sont des proies faciles pour le gouvernement. La nuit, les corps sont jetés dans des dépotoirs ou laissés dans les rues. Comme les sandinistes du pays voisin, le Nicaragua, les guérilleros salvadoriens ne cèdent pas. Les ravages de la guerre sont énormes. Aux États-Unis, la nouvelle administration Reagan blâme Cuba et Moscou. Nous assistons à une opération en 4 phases. La première a été complétée, ils se sont emparés du Nicaragua. Ensuite, ce sera le Salvador. Suivront le Honduras et le Guatemala, c'est clair. C'est la théorie des dominos qui se joue là-bas. Bien sûr, je ne parlerai pas nécessairement de théorie des dominos, mais d'une liste de cibles prioritaires, une liste de frappes, si vous voulez, pour la prise de contrôle ultime de l'Amérique centrale. Écoutez, s'il y avait vraiment existé un plan directeur soviéto-cubain, nous aurions gagné la guerre froide. S'il y avait eu un plan directeur. Malheureusement, il n'y avait pas de plan de ce genre. Bien au contraire. Les initiatives de Cuba entraient en conflit avec les intérêts soviétiques à l'époque. Au Salvador, les conseillers militaires américains travaillent dur pour soutenir l'armée contre les guérilleros. La brigade Atlacatl est le groupe d'élite. En 1981, elle entreprend une mission de recherche et d'éradication dans la province de Morazán, qui est contrôlée par les guérilleros. Vers 5 heures du matin, le 11 décembre, elle passe à l'offensive près du village d'El Mozote. Des centaines de civils sont massacrés. Le secrétariat d'État américain affirme qu'il ne peut trouver aucune preuve de massacre. J'ai vu les femmes serrées les unes contre les autres, pleurant et leur criant de ne pas les tuer.
Je me suis battue pour mes enfants. Je ne voulais pas les laisser partir. J'ai dit que je mourrais avec eux, mais ils me les ont arrachés des bras. On les a entendus tuer les enfants, ils les ont tués pendant la nuit. On pouvait les entendre appeler leur maman et leur papa. Lorsque l'administration Reagan entreprend de soutenir la droite au Salvador et d'éliminer la gauche au Nicaragua, le pays voisin, le Honduras, constitue une base pour toutes sortes d'activités des Américains. Le Honduras est le chef-lieu d'entraînement des troupes en vue de renverser le gouvernement du Nicaragua. Cette force militaire, ce sont les Contras. Certains étaient d'anciens membres de la Garde nationale du Nicaragua. Beaucoup n'étaient, vous savez, que des paysans des régions montagneuses situées entre le Honduras et le Nicaragua, en guerre perpétuelle contre quelqu'un. À bien des égards, ils étaient comme une bande de voleurs de bétail. Les Contras sont financés par Washington. Cette guerre non déclarée dérange le Congrès américain. Un amendement du représentant du Massachusetts, Edward Boland, réduit les fonds de Reagan pour l'armement des Contras. We are complying with the law, the Boland amendment, which is the law. We're complying with that fully. And Does that mean we are not arming or supplying any of the dissidents along the border, the Honduran border? I am not going to get in. I could not and would not possibly talk about such things. Washington planifie une autre petite guerre. Sur l'île antillaise de la Grenade, où la reine Élisabeth est encore le chef d'État, le gouvernement de gauche a engagé des entrepreneurs cubains pour construire un nouvel aéroport touristique. Les États-Unis soupçonnent un motif d'ordre stratégique. En octobre 1983, quand le premier ministre de gauche Maurice Bishop est assassiné par des marxistes extrémistes, le plan d'invasion de Washington n'attend que l'approbation du président Reagan. And at 5:15 this morning, the joint force landed at 2 spots on Grenada. There is now firing and combat going on. There have been casualties. They've been evacuated. Les États-Unis ne se sont pas préoccupés de consulter la reine d'Angleterre ni la première ministre Margaret Thatcher. Tout est terminé en quelques jours. J'ai été mis au courant de l'invasion de la Grenade par le président du Honduras qui m'a appelé pour me demander « Savez-vous ce qui se passe ?» Je lui ai répondu « Eh bien, j'en ai une idée, mais je n'en suis pas certain. » Et il a dit « Eh bien, vous envahissez la Grenade. » Et il a ajouté « Voulez-vous dire à vos soldats que lorsqu'ils en auront terminé là-bas, ils n'auront qu'à poursuivre leur route vers le Nicaragua ?» Plusieurs sont contents de voir les Américains. En 6 semaines, leur travail est terminé. Et l'image du président Reagan rehaussée, les soldats américains partent. Au Nicaragua, la croisade de Reagan contre les sandinistes s'intensifie. Les sandinistes avaient désespérément besoin de devises fortes pour leurs exportations afin de rembourser leurs prêts bancaires. Le moment était donc venu de miner le port de Corinto. Ils n'ont qu'un port important. Et en même temps, nous nous sommes assurés de prévenir la société Lloyd's de Londres que nous avions placé des mines. Nous espérions donc qu'ils fassent pression auprès des sociétés maritimes afin qu'elles se tiennent à l'écart de là. Eh bien, ça a marché. Les précieuses réserves de pétrole du Nicaragua s'envolent en fumée. L'économie vacille. Entre-temps, il faut contenir l'invasion des Contras appuyée par les États-Unis. Les sandinistes demandent l'aide des Soviétiques. Les dirigeants de Moscou ne voulaient pas pousser les États-Unis à accroître leur aide militaire aux Contras et au gouvernement hondurien. Ces requêtes ont été refusées poliment chaque fois que les sandinistes les ont présentées à Moscou. Les sandinistes, soutenus par Cuba, font serment de défendre leurs frontières et la révolution. Irrité que le président Reagan continue d'appuyer la guerre des Contras, le Congrès des États-Unis, toujours mené par le démocrate Edward Boland, vote en octobre 1984 de leur refuser toute aide additionnelle.
Pour défrayer des interventions sanglantes qui continuent au Nicaragua, les hommes de Reagan vendent en secret des armes à l'Iran. Le dollar américain et les échecs de la gauche armée anéantissent les espoirs des révolutionnaires latino-américains. Les États-Unis y ont vu une menace à leurs intérêts parce qu'ils ont pensé que c'était une lutte communiste. Ils ne nous ont pas perçus comme des citoyens qui voulaient un pays démocratique où la justice sociale prévaut et qui offre une chance à la majorité. La guerre froide a coûté des centaines de milliers de vies à l'Amérique latine. Juste au Nicaragua, 50 000 personnes sont mortes pendant la révolution sandiniste et 50 000 pendant la guerre civile. C'était atroce. Il y a eu beaucoup de morts, beaucoup de souffrances, beaucoup de réfugiés, beaucoup de déplacements de population. Je crois cependant qu'on peut soutenir avec autant, sinon plus de pertinence, que si nous n'étions pas intervenus pour stopper l'établissement de régimes communistes dans les autres pays d'Amérique centrale, à part le Nicaragua, supposons qu'ils se soient établis au Salvador et au Guatemala, et peut-être même au Honduras durant les années 1980. Si nous n'avions pas pris ces mesures, je crois que la souffrance immédiate aurait pu être bien plus grande. 1990, le dirigeant sandiniste Daniel Ortega demande au peuple nicaraguayen de l'élire à la présidence. L'ancien président américain Jimmy Carter est là pour vérifier que tout se déroule dans les règles. Violeta Chamorro, l'adversaire d'Ortega, remporte de justesse une victoire surprise. Washington a dépensé près de 10 millions pour appuyer sa campagne.